Une production, Les Podcasteurs. Bonjour, je suis Marie-Robert et croyez-moi, j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy ? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours, comme nos nuits ? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien ? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre. Elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi, durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble un petit pas de côté. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une exploration du terme culture. On lui confère un ministère, on la loue dans les dîners, elle fait même l'objet de concours où l'on juge son caractère généraliste. Certains, paraît-il, l'étalent comme de la confiture. Et surtout, d'un commun accord, elle semble être, pour tous, une valeur ajoutée. Un indispensable à une vie intellectuelle et sociale épanouie. Mais aussi familière soit-elle, qu'est-ce qu'on nomme culture ? Est-ce un ensemble de références qu'il faut connaître absolument ? Est-ce un luxe futile, réservé à certaines catégories sociales ? Est-ce relatif ? Et au bout du compte, la culture est-elle une clé pour nous rendre plus humains ? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Pour commencer, comme toujours, allons tranquillement nous faufiler du côté du dictionnaire. Car en observant sa définition, on saisit aisément que le terme de culture est plus complexe qu'il n'y paraît, puisqu'il possède deux sens différents, employés couramment. D'abord, on peut noter que le terme culture porte en lui l'idée de développement. Derrière toutes les expressions où l'on retrouve ce terme, il y a l'ambition d'une activité par laquelle l'homme cherche à développer ou à accompagner le développement de quelque chose. Par exemple, celui des légumes dans l'agriculture, celui des enfants dans la puériculture, celui des muscles du corps dans le culturisme. Au sens classique, la culture se rapporte plus justement au développement de l'homme et désigne alors tout ce qui tend à former l'esprit, à élever l'être humain. La culture générale, un voyage culturel, un centre culturel. Ainsi désignée, la culture est donc une prétention louable, c'est-à-dire qu'elle vise un progrès. Mais ce n'est pas tout. On utilise également le terme de culture pour désigner le développement particulier d'un groupe social. La manière spécifique dont un groupe s'est développé. Alors évidemment, il peut s'agir par exemple de la culture d'un pays, d'un peuple, la culture japonaise, la culture américaine, italienne, les traditions culturelles, la diversité culturelle, l'identité même culturelle. Mais il peut aussi s'agir d'une culture propre à un ensemble d'individus qui ne constituent pas forcément un peuple. On parle de culture d'entreprise, de culture jeune, de culture ouvrière. En gros, quel que soit le groupe social considéré, la culture, dans ce sens, se définit par un ensemble transmis de manières de penser, de manières d'agir. Le mot regroupe les croyances, les valeurs, les pratiques, les coutumes, les institutions. Il n'y a pas de prétention au développement, ni au progrès,
Mais ici, dans ce second sens, c'est plutôt une vision sociologique, une observation factuelle d'un mode de fonctionnement. Et qu'il s'agisse du premier usage, c'est-à-dire la culture en tant que développement, ou du second usage, c'est-à-dire la culture comme un groupe social identifié, notons une chose, c'est que la culture se distingue toujours de la nature. Éternel débat philosophique. Au sens premier, la culture se rapporte à l'idée d'un développement qui est au-delà de l'état de nature initial. Si je développe mes muscles, si je fais du culturisme, c'est pour aller au-delà de l'état actuel de mes muscles. La nature désigne l'état des choses avant que l'homme ne s'applique à le transformer. Donc la culture est un dépassement de la nature première. Et au sens sociologique, c'est pareil. La culture se rapporte à l'idée d'une transmission sociale, d'un héritage collectif, alors que la nature renvoie à l'hérédité biologique. Je transmets naturellement mon ADN lorsque je mets au monde un enfant, mais je décide culturellement de lui transmettre mon amour des podcasts. La culture relève de ce qui est acquis par la socialisation, tandis que la nature renvoie à ce qui est inné. Les individus sont des êtres issus de la nature. Nos besoins vitaux, notre corps, notre physiologie répondent à des mécanismes naturels. Et pourtant, comme je le disais en introduction, c'est la culture au sens d'élévation, mais aussi au sens de partage sociologique, qui semble faire de nous des civilisations. Alors, est-ce que la culture est un processus indispensable pour développer l'humanité en nous et nous relier en tant qu'hommes? Pour y répondre, vous vous en doutez, nous allons rejoindre nos philosophes préférés. Chez Kant, la culture et l'éducation sont indispensables. Et pour les acquérir, il faut d'abord se concentrer sur deux piliers, la discipline et l'instruction. La discipline est, selon lui, ce qui empêche que l'homme soit détourné de sa destination par ce qu'il appelle des penchants animaux. C'est par la discipline qu'on s'impose des limites, de telle sorte qu'on ne se précipite pas dans des dangers et sans réflexion. Une fois discipliné, c'est seulement là qu'on est fin prêt à s'instruire. Kant écrit ceci. « Discipliner les hommes, c'est chercher à empêcher que ce qu'il y a d'animal en eux n'étouffe ce qu'il y a d'humain, aussi bien dans l'homme individuel que dans l'homme social. La discipline consiste donc simplement à les dépouiller de leur sauvagerie. Deuxièmement, elle doit les cultiver. La culture comprend l'instruction et les divers enseignements. C'est elle qui donne l'habilité. » Vous avez donc compris les trois étapes. D'abord, la discipline, ensuite l'instruction qui nous mène à la culture. Le traité de pédagogie de notre austère Emmanuel Kant met les pieds dans le plat. La culture est ce qui doit nous éloigner de la nature. Elle est garante de notre dignité. Et forcément, elle passe par l'obéissance à la discipline. Pour être cultivé, il faut être discipliné avant tout. Alors je ne peux pas m'empêcher de penser à l'image d'Homer dans Les Simpsons qui, lorsqu'on lui pose une question compliquée, laisse apparaître un singe frappant des cymbales dans son cerveau. La culture et la discipline, c'est justement l'alliage qui va nous permettre de ne pas être Homer Simpson. Finalement, même son de cloche et non de cymbales chez Freud. Pour lui, toute civilisation repose sur une régulation des pulsions. On retrouve cette idée des penchants animaux. Sa pensée repose sur l'idée que ce sont les pulsions qui nous empêchent de construire une société. Pour vivre ensemble, il faut donc trouver des stratégies pour endiguer nos pulsions
et ne pas être, une fois de plus, semblable à des animaux. En fonction des pulsions, les modalités de régulation peuvent être un peu différentes. Par exemple, selon Freud, pour lutter contre les pulsions sexuelles, nous avons le choix entre le refoulement, ce qui revient à l'interdiction, ou la sublimation, c'est-à-dire détourner les pulsions vers des activités créatrices et valorisées. Idem pour les pulsions d'agressivité entre les hommes. Soit je les refoule, en acceptant que la bagarre, c'est mal, soit je les sublime, comme dans une joute verbale ou dans un match de foot. Et on appelle justement culture ces différentes techniques de régulation. Refoulement, sublimation. Donc avec Kant et avec Freud, non seulement la culture est ce qui nous éloigne de notre sauvagerie, mais en plus, la culture est ce qui nous permet de vivre en régulant nos pulsions, et donc de vivre ensemble. Plutôt pas mal, non ? On pourrait ajouter également, comme l'évoque si bien Georges Simmel, que la culture instruit l'esprit, parce qu'elle est la rencontre entre l'esprit subjectif d'un individu et l'esprit objectif du monde. Elle est notre indispensable et précieux lien qui nous maintient hors de la forêt profonde. En somme, si on écoute Kant et Freud, la culture est par essence un immense progrès. Mais cette représentation est-elle toujours juste ? Est-ce qu'être obéissant, est-ce qu'avoir refoulé nos pulsions, est-ce que posséder des connaissances fait de nous obligatoirement des individus fréquentables ? Est-ce qu'elle participe totalement et réellement à notre développement ? Quand on se plonge dans notre histoire, les exemples de barbares cultivés sont pourtant nombreux. Rien qu'au XXe siècle, on peut retrouver un nombre conséquent d'exemples de nazis capables de disserter sur la musique classique ou de dictateurs tout à fait sensibles à l'art. En outre, est-on tout à fait sûr que l'état de nature soit une simple sauvagerie ? Qu'est-ce qu'on appelle sauvage ? Et si ce n'était pas tout à fait le cas ? C'est cette idée qui est défendue d'abord par Jean-Jacques Rousseau. Il conteste cette image négative d'un état de nature sauvage, forcément négatif. Au contraire, il défend l'idée qu'il existe un sens naturel de la morale, une capacité innée à saisir ce qui est bien et mal. Rousseau va jusqu'à affirmer que le sens moral, qui existait déjà à l'état de nature, est en fait précisément perverti par le développement des sociétés. Le prétendu progrès n'est en fait qu'une décadence. L'homme, à l'état de nature, est capable de ressentir la souffrance d'autrui, car l'autre est toujours considéré comme son semblable. À l'inverse, la société et l'édification de culture segmentent les hommes et met en avant de nombreux clivages. Si Rousseau, donc, valorise la nature, la philosophe Hannah Arendt, elle, va plus loin encore. Sa thèse est celle d'une barbarie propre à la culture. Donc elle franchit un pas de plus par rapport à Rousseau. Pour Rousseau, l'état de nature est un état positif. Pour Arendt, il y a une barbarie propre à la culture. Dans L'origine du mal, elle décortique le cas d'Eichmann. Lors de son procès à Jérusalem pour crime contre l'humanité, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Eichmann, membre du parti nazi et fonctionnaire du Troisième Reich, affirme qu'il n'a fait que, je cite, de la logistique. Son travail, selon lui, se réduisait à faire en sorte que les transports ferroviaires fonctionnent correctement. Eichmann affirma également qu'il n'était qu'un fonctionnaire et qu'il n'a fait qu'effectuer des ordres. Il n'a tué directement aucune personne. On repense à la discipline kantienne dont nous parlions
au début. Cette défense d'Eichmann, son calme, son image d'homme cultivé, serein, conduit Hannah Arendt à la thèse de la banalité du mal. Alors attention, le terme de banalité ne s'applique pas ici au mal lui-même, mais plutôt aux individus qui accomplissent le mal. La thèse de la banalité du mal signifie que le mal est en fait bien souvent accompli par des hommes ordinaires. Des hommes qui, à première vue, ne sont pas des pervers, pas des fanatiques, pas des individus forcément pleins de haine, mais au contraire, par des personnes qui ne font que respecter l'autorité, qui accomplissent leur rôle en se souciant simplement de gérer ce qu'ils ont à faire, sans se poser la question des conséquences ou de la finalité de leurs actes. La banalité du mal est une forme de manque de pensée, une incapacité à juger par soi-même, à penser du point de vue d'autrui, à désobéir. Cette thèse a fait l'objet de débats importants. Mais pour notre sujet, elle est passionnante. Car Eichmann ne manque pas de culture. Et pourtant, c'est pas cela qui l'empêche de commettre le pire. En somme, la culture ne garantit aucunement que nous soyons des individus éthiques et des individus fréquentables. Bien au-delà de ce cas extrême qu'est Eichmann, nous connaissons tous, j'en suis certaine, des salauds cultivés. Impossible donc d'associer la culture à un évident progrès, à la condition même d'une élévation de l'humanité. Voilà qu'émerge alors une nouvelle réflexion. Ce que nous nommons culture n'est pas seulement ce qui élève, mais aussi, rappelez-vous, ce qui dépend d'un cadre d'origine. Le fameux progrès qui est promis par la culture serait donc relatif. Michel de Montaigne insiste sur ce point. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Autrement dit, nous sommes civilisés, ce sont les autres, toujours les autres, qui sont barbares. La barbarie n'a ainsi de sens que par rapport à une norme ordinaire, partagée, par rapport à laquelle elle représente une différence, une altérité insoutenable, une chose que nous cherchons à exclure. En somme, et j'espère être claire, ce que nous nommons sauvagerie, ou ce que nous nommons culture, sont des notions relatives à notre cadre de naissance. Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue, appelle ethnocentrisme l'attitude consistant à interpréter une autre culture et à la juger à partir des valeurs et des normes de notre propre culture à nous. En fait, il s'agit d'un biais cognitif qui nous fait voir le monde à partir du filtre de notre culture, que l'on pose comme un cadre de référence. L'individu est centré sur le groupe social auquel il appartient, et il aura tendance à sous-estimer, voire même à mépriser, tout ce qui se distingue du modèle social qu'il connaît. Alors quoi ? Faut-il renoncer à la culture ? Ou dire que tout est relatif, même le pire ? Non, pas exactement. Ce qui compte, c'est de considérer la culture non pas comme une notion bonne ou mauvaise, mais au contraire, de la penser comme une construction sociale pour chaque individu. Lorsqu'on appartient à un terreau culturel qui nous déplaît, et c'est peut-être votre cas, nous avons bien évidemment la possibilité de nous ajuster. Nous avons la possibilité d'en sortir. Car si la culture est une construction, elle se déconstruit également. Cette acceptation sociologique de la culture est donc beaucoup plus souple, elle est beaucoup plus évidente à intégrer. D'ailleurs, cette idée de diversité culturelle se traduit à travers différentes doctrines politiques. Les gouvernements décident de se positionner différemment
face à ces ancrages culturels. Par exemple, on parle de nationalisme culturel, dans lequel la nation est définie par une culture commune. Le nationalisme culturel, même s'il est attaché à la culture d'un groupe ethnique, admet que les individus d'autres origines puissent faire partie de la nation par l'assimilation. Il y a aussi ce qu'on va nommer l'universalisme républicain. Alors là, c'est un peu différent, c'est un pacte républicain, comme il est appelé en France, qui est un des principes fondamentaux des différentes républiques françaises, et d'ailleurs dans une moindre mesure d'autres régimes et pays. L'idée est simple, c'est que la République et ses valeurs sont universelles. L'universalisme républicain se base sur la conviction que tous les hommes sont également dotés de droits naturels et de raison. Donc il y a une sorte de culture commune à tous les hommes. On trouve aussi ce qu'on va appeler le multiculturalisme libéral. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, qui défend une politique de reconnaissance de la diversité culturelle, fondée sur un engagement en faveur de la liberté de choix. Bref, vous l'avez compris. Qu'il s'agisse de nationalisme culturel, d'universalisme républicain ou de multiculturalisme libéral, les tentatives de vivre ensemble, quelle que soit leur forme, leurs expressions, sont sans doute plus pertinentes qu'une prétention conduisant à dire que la culture nous protège de tous les vices. Avant de vous quitter et de vous laisser réfléchir à cette notion de diversité culturelle, plutôt qu'à cette idée de la culture comme un progrès évident, je vous propose un dernier texte, issu d'un livre de Jérôme Clément, un très joli livre qui s'appelle « La culture expliquée à ma fille ». Ce que nous devons faire, nous adultes, aussi bien dans ton environnement familial qu'à l'école, c'est susciter en toi le désir. Le désir d'apprendre, de connaître, de découvrir. Ensuite, tu feras ton chemin comme tu l'entends, à travers ce que tu as appris ici ou là, par tes amis, ta famille, tes professeurs, tes rencontres. Il faut t'ouvrir l'esprit pour que peu à peu, tu prennes conscience de ce que l'homme a voulu exprimer, pour le meilleur et parfois pour le pire. Si ce sujet vous intéresse, je ne peux que vous inciter à vous plonger dans les cours de Cédric Essayette et à découvrir le texte de Jérôme Clément, en particulier La culture expliquée à ma fille. J'espère que cet épisode vous a plu et a peut-être changé votre regard sur la culture. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.